Un voyage d'études en multiplex s'est tenu entre Paris, Pékin, Shanghai et Shenzhen. C'était toute la semaine dernière. Et l'objectif était de permettre aux startups françaises d'accéder à des informations précises et à jour en vue d'une entrée sur le marché chinois. On parle de ce programme qui s'appelle Next Tech China et de la Chine technologique avec Camille Rumani, cofondatrice et directrice générale de EatWiz, qui est une plateforme de mise en relation entre des locaux des voyageurs autour d'un repas. C'est un peu le Airbnb en fait, des dîners à la maison. Vous vous êtes lancé en Chine il y a 1 an et aujourd'hui, Shanghai, vous dites, représente 50% des réservations. Oui, tout à fait, tout à fait. Sur le marché chinois, Shanghai est extrêmement. C'est devenu la ville où votre service fonctionne le mieux, en fait. Oui, oui, oui. Alors pour la partie chinoise et au global, c'est la 2e ou 3e ville. Donc c'est vraiment devenu très très important. Et également avec nous pour parler de cette Chine technologique et des opportunités de marché pour les startups françaises, nous avons Jean-Dominique Séval, qui est un spécialiste de l'économie du numérique, de l'analyse de marché et de la prospective, que je connais depuis qu'il a été directeur général adjoint du think tank Lidat DigiWorld. Et aujourd'hui, Jean-Dominique Séval, vous êtes directeur fondateur de Soon Consulting et président de French Tech Pékin. Alors, je vais poser une première question à Camille Rumani qui est en plateau avec nous. Est-ce qu'on peut dire que oui, la Chine est un marché vraiment fort méconnu des startups françaises? Oui, absolument. Et je suis très étonnée parce qu'aujourd'hui, c'est la 2e puissance mondiale. Donc, on ne peut pas ignorer ce marché qui est vraiment colossal. Et il y a une méconnaissance et une méfiance aussi vis-à-vis de ce marché. Nous, c'est un potentiel qu'on a commencé donc à travailler avec le marché chinois à partir de 2018. Donc, on a testé en fait le marché avec donc des voyageurs chinois qui venaient en Europe. Et pendant donc la crise du Covid, on a décidé d'aller plus loin parce qu'on avait une très très bonne croissance et une traction incroyable sur ce marché. Donc d'aller un step après et de créer une société là-bas. Et en fait, la croissance sur place nous montre qu'on a eu raison de faire... Dans un contexte quand même particulier, parce que justement, vous parlez de la crise Covid, on n'a pas du tout envie d'inviter des gens à dîner chez soi pendant cette période. Alors, vous pouvez aussi vous dire que en petit comité, vous vous sentez aussi très à l'aise en petit comité et pour se retrouver avec sa famille, ses amis ou même rencontrer des gens dans un contexte, plus intime, je dirais, intimiste. Ouais. C'est aussi la bonne manière. Et en Chine, ça marche très très bien parce qu'ils sont à la recherche d'expériences culinaires et de liens sociaux. En fait, le fondement d'EatWiz, c'est le lien social. Il y a une vraie soif, notamment chez les jeunes aujourd'hui en Chine, de rencontres. Et c'est ça, c'est pour ça que ça marche très bien. Jean-Dominique Séval, qui sont ces startups françaises ou même d'ailleurs étrangères aujourd'hui que vous voyez arriver en Chine, à Pékin où vous êtes aujourd'hui? Bien, bonjour d'abord Delphine et bonjour Camille. Oui, des startups pour lesquelles on a monté ce programme d'1 semaine de découverte et de mise à jour, comme vous l'avez dit, de l'écosystème extrêmement rapide et innovant chinois. Des profils très variés, puisqu'on le voit, EatWiz en est un exemple. Mais il y a aussi aujourd'hui tous les secteurs de la Chine numérique sont en train de se digitaliser, de l'agriculture jusqu'à l'espace, en passant par les mines dans lesquelles il y a des robots aujourd'hui, jusqu'à tous les services des villes numériques, par exemple. Il n'y a pas un secteur en Chine qui ne soit pas soumis à une accélération de la digitalisation de ces modèles. Donc ça fait autant de domaines dans lesquels les entreprises françaises, à condition qu'elles aient le bon produit, le bon business model à niveau innovant, et qui soit compatible avec les choix donnés par les gouvernements chinois, parce qu'il y a des secteurs qui sont protégés, d'autres qui sont plus ouverts. Donc il y a toute une étude à faire extrêmement sérieuse des équilibres risques-opportunités avant de se lancer, comme l'a fait EatWiz et comme le font d'autres, comme Devialet, comme June, qui sont des startups du FT120 pour lesquelles on a travaillé pour monter ce programme. Là, vous parlez des opportunités que représente la Chine, j'entends bien, mais on trouve qui aujourd'hui concrètement comme start-up étrangère? Dans quel secteur ça a progressé? Parce que l'image qu'on a, c'est plutôt l'industrie du luxe ou évidemment la cuisine française qui peut s'exporter. Est-ce que ça va un peu plus loin déjà aujourd'hui, la réalité des start-up françaises en Chine?
Alors, il n'y en a pas, beaucoup, ça c'est clair. C'est aussi pour ça qu'on faisait ce programme, pour éclairer les équipes qui, de France, sont en train de se préparer à venir en Asie, où elles y sont déjà, mais elles ne sont pas forcément en Chine. Donc les secteurs qui sont visés aujourd'hui, ça peut être des secteurs extrêmement technologiques, comme les applications sur mobile. Par exemple, vous avez un très bon exemple, c'est M-Music World Media, MWM, qui est le leader des applications de création de musicales dans le monde. C'est une start-up française créée à Paris qui a déjà 500 millions d'utilisateurs dans le monde et 2 millions en Chine. Et ils viennent juste de s'installer entre Hong Kong et Pékin pour bénéficier et accélérer leur diffusion. Voilà, donc là, on est sur un marché B2C et d'autres entreprises se développent sur des marchés B2B. Il y a beaucoup d'opportunités. Elles sont un peu compliquées pour les entreprises françaises qui arrivent, mais c'est possible et c'est parfois un très bon calcul à condition de bien mesurer les risques qui sont associés à sa présence. Vous avez par exemple aussi de sociétés comme Virtuose, qui est le leader mondial de la production de jeux vidéo pour les grands studios, qui a été créé à Shanghai et qui aujourd'hui a 2500 personnes dans le monde. Oui, alors c'est effectivement mesurer les risques, mais ça ne va pas être facile quand même de se lancer en Chine, parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi on est si peu nombreux Français à aller s'installer en Chine. Enfin, il y a déjà ne serait-ce que la barrière de la langue, une culture qui est très différente de la nôtre. Comment est-ce qu'on passe ces obstacles ? Alors pour moi, c'était un peu plus facile parce que c'est ma deuxième langue, en fait, le chinois, donc je l'ai appris pendant des années. J'ai habité aussi là-bas au cours de mes études, ce qui m'a permis de me familiariser aussi avec la culture, de faire un stage aussi sur place. Et en fait, je crois que la solution, c'est de bien s'entourer. Donc quand on a commencé à travailler avec le marché chinois en 2018, on a pris une personne chinoise donc, dans nos équipes en France. Et là, aujourd'hui, on a 7 personnes à Shanghai, donc qui sont tous chinois. Et on s'est entouré, pour le coup, il y a une très belle communauté française aussi en Chine, donc d'avocats et de comptables qui sont français pour le coup. Et donc on a joué à fond évidemment la carte du réseau français, et ce qui permet de simplifier justement beaucoup de démarches juridiques, etc., de process un peu plus compliqués, un peu plus lourds, d'être accompagné aussi dans sa langue, ça aide énormément. J'imagine aussi qu'il y a une certaine anxiété quant à l'apport d'innovation qu'on peut avoir, parce qu'en Chine, ce n'est pas les derniers non plus sur le numérique et les technologies, donc on n'est pas forcément attendu. Comment ça se passe, ça, Jean-Dominique Séval ? Comment les startups peuvent évaluer quelle est la réelle opportunité de s'attaquer au marché chinois ? Effectivement, il y a des conditions pour venir. Il faut d'abord faire une étude de marché assez classique, mais qui permet de s'assurer qu'on apporte quelque chose au marché. Arriver avec un produit qui serait juste dans la moyenne du marché en termes d'innovation chinois, quasiment ne donne aucune chance de pouvoir s'installer, de pouvoir trouver sa place et de garder une avance, ce qui est très très important. Donc ça, l'étude de marché, c'est la base. Il faut y mettre des moyens. L'exemple d'Itwiz est intéressant parce que peut-être que vous y êtes rentré de manière assez légère, mais en général, il faut prévoir des moyens assez conséquents aujourd'hui parce qu'il ne suffit pas de s'installer, il faut aussi pouvoir s'assurer de durer. Et durer, ça veut dire qu'il faut se développer et s'adapter à des conditions de marché qui évoluent très très rapidement, des conditions de marché, des questions aussi, conditions réglementaires, qui nécessite une adaptation extrêmement rapide. Alors, si on rentre et qu'on ne s'adapte pas, l'exemple par exemple de Carrefour qui s'est installé avec succès pendant des années, mais qui a été débordé par la puissance du commerce électronique qui aujourd'hui représente plus de 50% des achats de la totalité du commerce en Chine, qui est extrêmement loin de ce que l'on connaît en Europe, où on est entre 15-20% au maximum entre l'Angleterre et la France. Donc vous voyez, il y a des conditions qui sont très particulières, des moyens, des équipes chinoises, ça c'est fondamental, et des études très sérieuses en s'entourant des bons partenaires pour pouvoir se positionner de la bonne manière. Autre inquiétude peut-être, c'est de se dire finalement si je vais sur le marché chinois, est-ce que je ne risque pas de me faire absorber par un géant local ? Oui, ça peut être une question.
Et en même temps, on peut aussi se dire c'est une très belle opportunité de partenariat, en tout cas au départ, de s'appuyer en fait pour notre croissance sur des gros partenaires. On a fait notre opération de lancement il y a 1 an pour tester justement le marché avec Ctrip, donc qui est le booking.com en Chine. On a fait toute une série de live streaming avec des hôtes qui faisaient donc des cours de cuisine et des influenceurs, etc. Il y a eu plus de 1,2 million de vues, ce qui est absolument incroyable pour ces live streams. Ça nous a permis de valider un petit peu l'engouement pour le concept et avec une force de frappe de Ctrip que nous, on n'aurait jamais pu avoir, enfin, à grand renfort de beaucoup de moyens. Et puis, on peut également, il y a une prime à la nouveauté en Chine, comme le disait Monsieur Seval, et ce qui nous a permis là, de signer des gros partenariats avec une entreprise publique-privée comme Viking Cruises, qui est la seule une compagnie d'État de croisière qui peut opérer en ce moment en Chine. Et c'est un partenariat qu'il aurait fallu des années dans un autre pays à développer. Donc, si on a un produit qui est très adapté au marché et une très forte exigence de qualité, on peut aussi en fait très vite faire des partenariats beaucoup plus gros qu'ailleurs. Alors, parce que c'est vrai qu'il faut quand même connaître les portes d'entrée aussi du monde numérique. Typiquement, si on lance une application et qu'on ne va pas sur WeChat, on en a perdu d'avance. Exactement. Ça, c'est des choses qui peuvent aussi inquiéter, j'imagine. Parce que ces portes d'entrée sont restreintes, elles sont tenues par des titans du numérique en Chine. C'est toute la question. Comment se faire véritablement sa place aujourd'hui quand on est encore une petite start-up? Parce qu'on ne parle pas de grandes entreprises installées, là, Jean-Dominique Séval. Alors, sur le marché chinois, les entreprises françaises qui sont présentes, il y a tout l'éventail, je dirais, les grands groupes, comme Air Liquide, qui s'est installé dès 1911, je crois, donc il y a très très longtemps, et qui est encore très présente sur le marché. Des grands groupes comme Valeo, qui a de nombreux centres de R&D en Chine. Et puis des startups de toute taille. Je m'inquiète pas tellement pour les grands groupes, c'est simplement sur la partie start-up, justement, quand vous dites qu'il faut bien identifier les opportunités. C'est là où je reviens sur ma question. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines où finalement on peut apporter encore quelque chose à la Chine ? Oui, à l'évidence, le marché chinois va très vite. C'est vrai que tous les business models, tous les produits, tous les services sont testés par des innovateurs chinois, des startups qui testent tout en permanence. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des places des entreprises comme Vodoo, comme par exemple, j'en cite encore une autre, dans les jeux vidéo, des sociétés leaders dans leur domaine au niveau international, même qui restent des startups, peuvent entrer sur le marché chinois. Il n'y a pas de fatalité. Des startups européennes, hollandaises, dans le domaine de l'agriculture. Il y a beaucoup de domaines qui offrent des possibilités pour des startups. La condition, c'est ce que je disais au début, c'est de s'assurer qu'on a une avance sur le marché chinois et qu'on peut la conserver. C'est une façon aussi de se prémunir contre la copie aussi, ou ce genre de pratique. Et ce risque d'absorption que j'évoquais avec Camille, qu'en pensez-vous? Parce que vous citez par exemple Voodoo, on sait qu'il y a de l'actionnariat chinois aujourd'hui qui arrive derrière les startups françaises. Oui, 400 millions de Tencent qui est monté au capital de Vodoo et qui lui permet de continuer à racheter d'ailleurs d'autres entreprises dans le monde. C'est un risque qui existe en Chine, mais qui existe aussi pour les entreprises françaises qui se développent en Europe ou aux États-Unis. C'est un peu la vie des startups. Il y a une composante chinoise qui est particulière à l'écosystème, qui est un écosystème fermé, extrêmement réglementé, et sur lesquels parfois les changements de direction sont extrêmement brutaux. Ça, c'est clair. Il ne faut surtout pas se mettre en situation de dépendre complètement du marché. Voilà, c'est toute une analyse de risque qui est important à faire. Par exemple, De Vialet aujourd'hui a accéléré beaucoup sur le marché chinois, c'est devenu un marché très important pour eux, mais il faut qu'ils maintiennent un équilibre entre leur marché nord-américain, le marché européen, le marché asiatique, pour ne pas se mettre dans une situation de dépendance.
Voilà, ça, faut pas se laisser, ça serait un risque majeur. Ouais, pas se laisser étourdir par cette taille gigantesque du marché chinois et les poches profondes aussi. Quels sont les principaux avantages, vous voyez, à vous être lancé sur ce marché chinois? Pour rebondir sur la question précédente, on a effectivement, c'est la vie des startups. Nous, on a des actionnaires chinois depuis 2018. C'est ce qui nous a poussé et ça fait partie de la vie des startups. Et je sais pas du tout une. Oui, et puis il y a beaucoup d'actionnaires américains aussi derrière les startups françaises. Exactement. Donc voilà, on est hyper ouvert à ça. L'avantage, c'est effectivement développer de nouveaux usages. Vous parliez de WeChat tout à l'heure, donc c'est une super app, une sorte de, je dirais, WhatsApp dans lequel on peut réserver un taxi, ses billets d'avion, etc., ou se faire livrer un repas. L'idée, en fait, c'est de pouvoir tester sur le marché chinois des usages qui vont arriver en Europe et aux États-Unis dans 5 ou 10 ans. Ils sont très très en avance sur ces secteurs-là. Donc ça nous permet en fait nous aussi de garder tout le temps un temps d'avance. Et d'un point de vue technologique, en fait, c'est les mêmes technologies, les mêmes langages technologiques, du React, etc. Donc il n'y a pas en fait une barrière énorme à l'entrée finalement. Ça demande d'avoir des équipes sur place qui parlent chinois évidemment pour publier son shop, etc. Mais c'est les mêmes technologies dans le même code qui est fait notre site, etc. Mais ça nous permet d'être vraiment à jour sur les nouveaux usages et de toucher un marché. Qui sont, vous pensez, donc transposables ensuite sur d'autres marchés? Absolument. Moi, je l'ai vu parce que j'habitais en Chine il y a 10 ans. La manière dont, il y a beaucoup d'usages, typiquement le fait de se faire livrer en permanence un repas. Donc nous, on voit ça avec tous les Deliveroo et compagnie depuis quelques années. Il y a 10 ans en Chine, c'était déjà très très mainstream, etc. Donc on est en retard vraiment en termes d'usage. Et c'est là en fait que je trouve que c'est intéressant pour les sociétés françaises et pour les startups, c'est avoir un œil sur le marché chinois et commencer à investir, soit petit ou soit par étape, et ensuite investir et avoir une vraie société sur place. Ça permet aussi d'être en avance pour son marché. Pour le reste. Et alors, il y a un bon moment pour y aller en Chine, Jean-Dominique Séval? Oui, je pense le point que vous venez d'aborder est très très important et ça correspond au moment qui est un nouveau moment dans la croissance chinoise. On a connu la grande période des années 80 à 2000 de rattrapage industriel et des grandes infrastructures chinoises qui se sont déployées. Les années 2000, ça a été la grande consommation et l'essor de ce que décrivait Camille sur cet incroyable développement du numérique dans tous les usages de la vie et du paiement mobile en passant par les commandes de e-commerce extrêmement rapides. Et puis aujourd'hui, on rentre depuis 2020 dans une nouvelle phase d'accélération dans tous les domaines, comme je le disais au tout début, ce qui permet aussi, ce qui est une nouvelle façon pour les startups de bénéficier du marché chinois. Il ne suffit plus aujourd'hui de venir en Chine pour capter une part du marché, même infime, ce qui serait déjà énorme. On vient aussi en Chine aujourd'hui pour être au cœur d'un système d'innovation extrêmement particulier, ce que disait exactement Camille de manière très claire. Et beaucoup de startups aujourd'hui qui viennent ici, viennent pour apprendre, se développer de manière beaucoup plus agile. Parfois, certains, durant les 5 jours, avec les 50 conférenciers que nous avions réunis, beaucoup ont décrit le fait qu'être ici, ça permettait de gagner des années de développement grâce à l'agilité et la façon dont les ingénieurs chinois travaillent. Cette combinaison des deux mondes, entre l'Europe et la Chine, permet de tirer le meilleur des deux et de revenir en Europe beaucoup plus fort, en fait. Et c'est cette cohabitation entre les deux modèles qu'il faut arriver à mettre en place, qui est très compliqué, mais il y a d'énormes opportunités quand on y arrive. Et il y a énormément d'exemples dans les 5 jours de conférence qu'on a pu créer pour essayer de transférer l'ensemble de ces connaissances qui se sont accumulées dans toutes ces entreprises de tailles très différentes, mais beaucoup de startups qui ont témoigné à cette occasion. Alors, ça veut dire qu'on va avoir de nouveaux exemples arriver sur le marché chinois. Vous nous tiendrez au courant, Jean-Dominique Séval, je compte sur vous. Absolument. Je rappelle que vous êtes directeur fondateur de Soon Consulting et président de French Tech Pékin. Et nous avions également Camille Rumani, cofondatrice et directrice générale de Eatwiz, donc qui est arrivée en Chine avec un gros succès. On rappelle, c'est donc pas forcément juste un marché gigantesque à attaquer, mais c'est aussi un laboratoire d'innovation très intéressant. On part en pause et puis juste après, on se retrouve avec Cédric Villani qui va venir nous parler du socle scientifique commun dont nous avons besoin aujourd'hui pour adresser les enjeux de climat.